Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de mon thick, de mon gros porteur. Pourquoi j'en ai un, tu vois? Parce qu'il y a quelques mois, je disais justement que, en gros, ça servait pas à grand chose. Et dans la majorité des cas, filmer avec une GoPro, ça suffisait largement. Est-ce que j'ai changé d'avis? Oui et non. La GoPro, c'est top, Creal s'est dit, ça fait des images de dingue pour le prix en fait que ça coûte. Parce que là, c'est beaucoup plus contraignant, tu vois. Voilà, je vais t'en parler juste après. Après avoir fait la vidéo, je me disais toujours, bah la GoPro, ça me suffit. Et au moins, je vole sans trop de pression, tu vois, parce que ça coûte pas si cher que ça. En fait, je voulais rester un peu dans mon confort. Mais en même temps, j'avais vraiment envie de faire des prods de mieux en mieux, tu vois, niveau qualité, que ce soit au sol ou au drone. Et en juillet, on m'a proposé de filmer en drone FPV quelques plans avec des chevaux dans une forêt près de Paris, parce que j'étais de passage, ça tombait super bien. Du coup, moi, trop chaud de faire ça pour l'expérience et tout, vraiment apprendre, parce que je suis aussi toujours dans cette démarche d'apprendre et toujours faire mieux. Et donc, trop content, on a fait, ça s'est super bien passé, trop bonne équipe, trop beau décor, cavalier au top, c'était vraiment trop bien. Mais en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que eux, ils filment avec une cam de ouf à 50 000 balles, enfin une Harry, Alexa. Enfin bref, je sais pas exactement, mais c'est du gros matos. C'est une équipe et tout. Et moi, je faisais mes petits plans. Bon, j'ai fait quelques plans Mavic 2 Pro. Donc ça, niveau qualité, je peux dire que ça match plutôt bien avec une image plus cinématographique d'une grosse caméra. Mais alors, une image GoPro, pour la faire bien matcher, avec une image caméra vraiment de haute qualité, bah, c'est plus compliqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces images, quoi? C'est pas. Enfin, je me disais dans ma tête parce que les plans sont vraiment cool et tout. Et c'est vrai que tu peux pas les faire de 36 000 manières. Et avec un gros porteur, c'était même tendu de le faire. Quoique, avec un Cinehoop, justement, et une Blackmagic dessus, comme derrière. Je sais pas si tu le vois bien. Bah, ça aurait fait un taf de débile. Ça aurait fait des images vraiment de dingue. Et là, je me dis, quand même, ça me fait chier de filmer avec une GoPro pour faire du court-métrage, pour faire de la fiction, pour faire des prods vraiment quali. Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a vraiment pas de sens. Et c'est là où le gros porteur est venu dans ma tête et je me suis dit vraiment, il y a quand même un truc à faire. C'est dommage de rester bloqué sur la GoPro et d'attendre qu'il y ait des petites caméras d'action qui soient juste meilleures en qualité. Et donc voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Et en même temps, je sais pas comment c'était exactement, c'était avant ou après, il y a un gars sur Instagram, un gars a priori random, il me demande en gros si je suis capable de filmer avec une grosse caméra, cinéma, voilà, ou comment ça se fait, comment c'est possible. Donc du coup je lui envoie des images, je lui dis oui c'est tout à fait possible. Je lui ai envoyé une image d'un gros porteur, ainsi comme ça. Je lui dis ouais bah avec ça tu peux faire voler une caméra cinéma, genre une Komodo, une Blackmagic. Globalement je sais pas, on discute et après il me dit ok bah vas-y tu peux discuter avec mon équipe par mail, je t'envoie dans la boucle de mail. J'apprends que c'est pour un tournage qui va se passer dans une petite île paumée dans la Méditerranée. Bon, finalement, spoiler alerte, ça sera pas dans cette petite île paumée dans la Méditerranée, mais c'est quand même en Sicile. Je vous montrerai 2-3 images. Et on me dit que c'est pour shooter un parfum Armani, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment de la grosse prod, c'est vraiment du high level. Et donc, moi, trop content, je dis oui, c'est totalement possible. Je peux le faire, y a pas de souci. Je tiens à dire qu'à ce moment-là, déjà, on m'avait proposé des dates où j'étais pas dispo, j'avais une presta, et en plus, j'avais zéro matos. Mais j'ai quand même dit oui parce que ça se refuse pas, tu vois, ça se refuse vraiment pas. Dans la situation où j'étais, je me dis, il faut quand même que je fasse les choses bien, que je prenne mon temps de demander aux bonnes personnes des bonnes choses, tu vois, des bonnes informations. Du coup, j'ai demandé à Alexandre FPV parce que lui, il avait un gros porteur, et il se débrouillait super bien, enfin c'est des bêtes images avec, donc je lui ai demandé en gros son setup, et du coup on a pu discuter, il m'a dit ok ça peut être bien, ça pas trop et tout, et pareil avec Finky, et j'ai eu pas mal quelques retours comme ça, et merci les gars, merci parce que vous m'avez fait gagner du temps, vraiment. Avant de commencer, est-ce que c'est compliqué de monter un gros porteur comparé à un 5 pouces? La réponse est non. Si t'as déjà monté un 5 pouces, de toute façon, je pense que si t'as envie de monter un gros porteur, t'as déjà monté un 5 pouces, enfin, en tout cas, vaut mieux. C'est pareil, c'est juste que t'as un ESC en plus, enfin un ESC 4 en 1 en plus, c'est-à-dire 4 ESC et 4 moteurs en plus, et une FC qui permet de connecter 8 moteurs en fait. Sinon, c'est exactement la même chose. Oui, au niveau de l'alimentation de tes ESC, vu que c'est des plus grosses batteries qu'il faut, soit tu mets deux batteries, par exemple 6S, deux batteries en 1550 mAh pour augmenter la capacité du coup, soit tu mets qu'une seule batterie en 4000 ou 4500 mAh. Pourquoi moi j'utilise des 1550 mAh? Parce qu'il y avait tout simplement
pas de stock pour les 4000 mAh, t'as tout, celle que tout le monde préconise. Relou, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Juste pour information, avec les 2500 mAh, tu voles moins de 3 minutes, ou 3 minutes, ça dépend ce que tu mets dessus, bien sûr. Si tu mets une Blackmagic ou une Komodo, full setup. Et si tu mets la 4000, bah forcément, tu vas pouvoir voler plus longtemps. Voilà, donc on attaque maintenant avec les composants. Qu'est-ce que j'ai pris? Tout d'abord pris une frame, un stick de chez Shendron. Pourquoi? Parce que il est pas très cher. Tout le monde l'utilise, donc il y a pas mal de retours dessus. Il y a des prints dessus, il y a un support. Voilà, moi je voulais un support AlphaGel. Et justement, il n'avait pas sorti encore, donc moi j'avais pris un RR que j'ai finalement mis sur mon Cinehoop, tu vois. Parce que en fait, finalement, juste après, pas longtemps, genre une semaine après que je l'achète, ils ont mis ça sur le shop. Un petit support AlphaGel, qui est d'ailleurs le support, moi je le valide à 200%, il est vraiment trop bien, il est light. Il est ok, peut-être fragile, mais t'es pas censé cracher avec. Et enfin, il fonctionne super bien. Moi, j'en suis vraiment très satisfait. Et pour ce qui est du montage, bah, c'est une frame classique. Enfin, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Voilà, mets bien de la Loctite sur toutes tes vis et tout, histoire que ça se dévisse pas. Parce que si t'as un problème, c'est chiant. Comme d'habitude, en fait. Parce que surtout que pour les vis moteurs, là, c'est pas facilement accessible. Comme tu vois, tu peux pas visser directement. T'es obligé d'enlever la petite plaquette qui sépare les deux moteurs, pouvoir visser ou dévisser un moteur. Du coup, c'est pas très facile de faire de la maintenance dessus. Après avoir monté la frame, en fait, je positionne tous les composants, que ce soit les moteurs, que ce soit les FC, l'AFC, les ESC, le VTX, caméra et tout, pour voir si tout rentre et comment je les aligne, tu vois, comment j'aligne surtout les ESC pour qu'ils se positionnent bien. Je conseille même pour un 5 pouces de faire comme ça. Ça, tu as un setup qui est au top, au niveau fiabilité. Une fois que tu as tout positionné, bah, tu commences à tout souder, les moteurs sur les ESC, tous les câbles de signal sur la FC, et voilà, c'est parti, hein, j'ai envie de te dire. C'est tout comme un 5 pouces. Juste, bah ouais, au niveau des ESC, moi je conseille de prendre quand même des ESC indépendants. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce que j'ai voulu faire comme tout le monde. Est-ce que c'est intelligent? Je sais pas. Je savais que ça fonctionnait avec ce type de SC. C'est des Hobby-Wing 60 ampères. Il y avait des très bons retours dessus. Du coup, je me dis, bon, bah, si tout le monde fait ça, c'est que ça doit fonctionner, c'est que c'est fiable. Parce que finalement, ça fait pas trop longtemps que je vole avec, donc j'ai pas un retour immense. Le fait d'avoir deux ESC 4 en 1, bah, si t'as un ESC qui crame, ça peut cramer tes 4 ESC qui est sur la même plaque, c'est-à-dire 4 moteurs. Donc ça va être soit les 4 du bas, si tu fais bien ton montage, soit les 4 du bas, soit les 4 du haut. Donc t'as quand même 4 moteurs pour pouvoir atterrir le plus rapidement possible. Par contre, si c'est l'ESC qui est près de la FC qui crame, et que ça crame ta FC, bah, ton drone il tombe dans tous les cas. C'est pour ça que quand je parle de fiabilité, ok, sur un 5 pouces, on peut s'amuser à faire n'importe quoi. Si ça tombe, au pire, c'est pas si grave. Mais là, si ça tombe, déjà c'est super lourd. Là, quand tu montes ça et que tu voles avec ça, c'est pas le même game, faut être au courant. Tu fais pas les mêmes vols, tu prends pas les mêmes risques, Voilà, c'est tranquille quoi, tu vois, il faut être serein et savoir ce que tu fais. Ça j'en parlerai juste après, on finit d'abord le montage, parce que finalement il reste pas grand chose. Là j'ai mis un GPS, j'ai mis un RX Diversity de chez TBS, que en fait je pilote avec une Tango 2, avec PCB V3. De toute façon je veux pas faire du long range, donc ça suffit largement, et pour moi c'est fiable, enfin la Tango 2 je la trouve super fiable, j'ai pas eu de soucis avec. Donc pour les condos j'ai 3000 microfarads, je crois. Enfin, j'en ai pas plus. Ah non, j'ai plus. J'ai 4000, j'ai 4 ou 5000 microfarads. C'est vrai que des condos, pour augmenter ta fiabilité, surtout au niveau des pics de courant, pour éviter de cramer tes composants. Pour ce qui est de la vidéo, là j'ai un Air Unit. Pourquoi j'ai pris un Air Unit et pas un Cadix Vista, ce que j'avais mis au départ, comme tu le vois sur les images? Parce que, tout simplement... l'antenne, en fait il n'y a qu'une antenne, c'est ça le problème, et ça c'est une grosse machine. Du coup si t'as qu'une seule antenne et qu'elle est mal positionnée par rapport à ton vol, ton drone tu peux rien voir, donc c'est un peu embêtant effectivement. Donc j'ai préféré assurer le coup. Sur un 5 pouces c'est pas dérangeant d'avoir une seule antenne un peu longue, parce que ton antenne elle est pas trop gênée. Par contre ça c'est beaucoup plus massif, un peu plus problématique, donc j'ai mis deux antennes qui sont pas méga bien positionnées comme tu le vois. Faut que j'essaye de trouver un autre moyen pour pouvoir, si je veux aller plus loin, être plus serein sur ma vidéo. Et oui, j'en ai pas parlé, mais pour la FC, donc comme je te l'ai dit, c'est une FC un peu spéciale. Enfin, c'est une FC qui a 8 ports moteurs et pas 6 ou pas 4, comme on a l'habitude d'utiliser pour nos racers. Donc là, c'est une Matek F722, il me semble, HD. Il paraît qu'elle est bien, Finky me l'a conseillé. Donc déjà, je tiens à remercier Finky, Alexandre FPV notamment, et peut-être d'autres personnes, je sais plus exactement à qui j'ai demandé des informations. Mais merci les gars, parce que en fait sans eux,
je savais vraiment pas quoi prendre au niveau du matériel, donc eux ils m'ont rassuré au niveau de quel matériel prendre. Voilà, ça m'a fait gagner du temps, de l'énergie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais pas trop perdre de temps. Un peu problématique. Donc moi aussi, j'essaye de vous redonner ça, vous partager mon expérience avec les composants que j'utilise là-dessus, qui sont pour l'instant, que je valide à 100%, qui sont vraiment top. Que ce soit au niveau des moteurs, là c'est des 2812, voilà, de chez Xnova. Comme je dis, FC Matek, ESC Hobby-Wing et DJI. Et voilà, en fait, il n'y a pas 36 000 choses finalement. Et au niveau des batteries, ouais, je suis quand même sur Tattoo. C'est vraiment une valeur sûre. Je crois qu'on a fait un peu le tour du propriétaire. Je t'ai montré tout ce qu'il y avait au niveau du montage. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a dedans, vraiment, à l'intérieur, dans la programmation. Bon, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre petit stick? Au niveau des ports, c'est vraiment comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Donc UART6 au niveau configuration MSP, c'est pour le DVR de l'Air Unit. Serial RX, c'est pour le RX, tout simplement. L'activer, et là, j'ai mon UART 4 où j'ai le GPS. Et ensuite, on est tout bon. Après, au niveau de la configuration, donc là, il faut se mettre sur Octo X8. Alors déjà, je tiens à dire que tout ça, je ne l'ai pas inventé. Je suis allé voir les vidéos de Nerk FPV, de UAV Tech, je crois que ça s'appelle comme ça, la chaîne YouTube. De toute façon, je vous mets toutes les chaînes YouTube super intéressantes et vidéos en description. Parce que clairement, j'étais nul. Enfin, de toute façon, voilà, moi j'apprends constamment. J'ai l'impression que je suis pas expert du tout, mais que j'apprends constamment et que j'essaye de vous faire apprendre en même temps que moi. Donc après, ah oui, Bardwell aussi. Voilà, truc intéressant sur Bardwell, il me semble. Donc on a du shot 10 shot 300 et pas 600 pour justement moins contraindre les ESC. Directional 10 shots, voilà, routine. Moteur direction is reversed. Ce qui est super important, comme pour le 5 pouces, je tiens à le redire, c'est le sens de rotation des moteurs. Voilà, il faut vraiment vérifier que tes moteurs tournent dans le bon sens. C'est vraiment pareil que pour le 5 pouces. Tu vas sur BLLI, 32 ou S, ça dépend ce que tu as. Donc c'est 32 pour le coup. Et tu changes de sens, tu vérifies si tout va bien. Et pour les hélices, le montage des hélices, c'est comme à l'image, voilà, c'est pas compliqué. Pour ce qui est des hélices, là c'est monté un props out, c'est-à-dire que l'hélice du haut là, ici à gauche, elle va tourner vers l'extérieur, celle-ci vers l'extérieur aussi, et par contre, celle du dessous, elle va tourner vers l'intérieur. Voilà, comme tu le vois. Ensuite, ok, gyro update frequency, PD loop frequency, donc je suis à 8 et 4, après il y a quoi? Hop, donc arming bien mettre 180 au cas où, pour pouvoir armer dans tous les sens, je tiens à le répéter. Pour le receiver, j'ai un crossfire, donc c'est toujours la même chose. Après, qu'est-ce qu'on a? Télémétrie, Air Mode, moi j'active toujours le Air Mode. L'OSD, Dynamic Filter. Je suis pas fan du Dynamic Filter sur du 5 pouces, par contre sur du gros porteur, j'ai testé avec et sans, et clairement, je préfère avec. Ouais, je préfère. Pour le GPS, U-Blocks, voilà. Et je crois qu'on a tout vu. On a vu l'essentiel. Au niveau de la batterie, moi je touche pas. Alors là, c'est intéressant. Pour le coup, c'est vraiment super intéressant. On est sur les PID. Je me démerde sur un 5 pouces. Alors là, sur un 8 pouces octocopter, je peux te dire que j'y connais absolument rien au niveau des PID. C'est pas les mêmes sensations. Voilà. Donc j'ai fait du recopiage, j'ai essayé plein de choses et oui, quand tu essayes plein de choses, plein de PID différents, tu t'aperçois des différences que tu préfères, ou quand ça vole bien ou pas trop bien. Donc voilà, il faut faire pas mal de tests. Et clairement, j'ai essayé parce que ça dépend aussi du poids que tu mets sur la machine. Donc là, je me suis dit, je fais les PID pour un setup quand même lourd. Parce que surtout, en fait, ces PID, je les ai choisis quand j'ai setup la Komodo. Pour la Presta. En fait, je suis arrivé un jour avant la Presta, parce que c'était en Sicile. Donc je suis arrivé, j'ai eu un jour pour setup la Komodo sur le drone et faire mes tests. Qui dit test, dit PID, changer 2-3 trucs, voir ce qui va le mieux. Et c'est pour ça qu'au niveau du timing, j'étais quand même serré. J'étais pas très fort en PID, il a fallu que je fasse ça en une journée avec un setup que je connaissais pas, gros setup en plus, fallait pas que je crache. Donc voilà, la pression était là, mais j'étais méga concentré en fait, tu vois, et c'est pour ça que souvent on me demande, ok, c'est pas trop stressant de voler avec ça? J'ai envie de te dire, si t'es bien préparé, tu sais ce que tu fais et tout, voilà, si tu connais tes limites, vaut mieux pas être stressé, tu vois, vaut mieux être cool, relax, mais être vraiment très concentré.
Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses, parce que de la pression, oui, t'en as toujours, mais il faut la gérer au maximum. Faut pas qu'elle vienne te submerger, ou sinon tu fais n'importe quoi et t'as les doigts qui bougent. Et c'est pas bien d'avoir les doigts qui bougent, pour être précis. Tout ça pour te dire que j'ai fait mes réglages un peu dans le speed, et que clairement, il faudra que je les refasse, je pense, pour ma Blackmagic, voire retester. Si d'ailleurs vous avez, pareil, le même setup que moi, ou qui ressemble beaucoup, et que vous avez des PID, des réglages à me conseiller, même au niveau des filtres, on va voir de suite. Voilà, c'est mes rates. Donc j'ai des rates de débutant sur un gros porteur, clairement. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'agilité. Et parce que ça me va bien, finalement, je les ai laissés. Et là, ouais, les filtres. Parce qu'il me semble que j'ai recopié quasi à l'identique les réglages de UAV Tech. Parce que ça me semblait bien, et je trouvais ça bien, les moteurs qui chauffaient pas. Voilà, c'était pour moi les réglages les plus safe, les moins dangereux, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faut pas faire n'importe quoi avec les PID. Les P, si tu les montes trop, ou les D, bah, tu peux cramer tes moteurs. Enfin voilà, faut pas faire le fou non plus. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc avant de faire ces paramétrages-là, bah, comme d'habitude, j'ai setup le Air Unit. Voilà, la base, routine, rien de fou, rien de spécial. Pareil pour binder le RX, c'est exactement la même chose, il n'y a rien qui change. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai sur ma radio? J'ai l'armement, horizon, au cas où j'ai un bouton, tu vois, pour remettre en horizon. Si je vois que je suis en panique ou quoi, ou je suis en vol à vue et que c'est la panique, je mets mode horizon, donc il va se remettre à plat. J'ai quand même mis le turtle mode pour se retourner. L'OSD, j'ai mis quoi? Alors GPS, angle, vitesse. Alors la distance, GPS avec la direction. Low voltage au milieu, mais de toute façon il s'affiche pas lui. Bon, comme tu l'as vu, il n'y a rien d'effrayant sur Betaflight qui change comparé à un 5 pouces. T'as juste 8 moteurs, faire attention au sens des moteurs, sens de rotation, des moteurs, bien positionner les hélices, et voilà, c'est tout. Et oui, et ensuite il y a quand même aussi tout ce qui est réglage de PID et filtres. Où là, c'est pas comme un 5 pouces, c'est un peu plus délicat, faut faire attention. Donc si vous avez aucune base, bah, mettez ceux que j'ai mis. En tout cas, ça fonctionne très bien pour mon... Enfin, très bien, ça fonctionne pour mon setup de manière fiable. Voilà. Je suis arrivé sur le spot il y a à peu près une demi-heure. J'ai pu faire du coup une batterie avec le soleil. Enfin, on le voyait bien. Mais ça ne filmait pas parce que j'avais plus de batterie sur la Blackmagic. Donc sachez que si tu veux voler avec une Blackmagic, achète vraiment plein de batteries et vérifie si ta batterie est toujours chargée. Parce que concrètement ça dure vraiment que 4 vols. Mais c'est pas grave, je vais quand même te montrer ce que j'ai fait parce que c'est quand même joli. Et la plage dynamique de la Blackmagic permet de faire des merveilles. Et pour ce qui est du format d'enregistrement, là j'ai filmé parce que j'ai une C-Fast, mais c'est pas le top du top. Du coup je peux filmer qu'en ProRes 422 4K DCI. J'arrive pas à faire du HQ ou sinon il coupe au bout de 30 secondes ou 10 secondes. Voilà, c'était les petites infos techniques. Alors du coup, comment je procède pour voler avec le gros porteur? Déjà, je mets les hélices du bon côté. Première étape, enfin la toute première, c'est de fixer la caméra. Ensuite, on va changer la batterie. Donc comme je te l'avais dit, j'ai 2 fois 1500 mAh. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'allume le SteadXP. Donc, pour ceux qui savent pas, dans le SteadXP, t'as une batterie de GoPro, c'est une GoPro 3. Ici, t'as une micro SD. Donc je te montre les réglages de la Blackmagic par rapport au son. Alors, c'est là-dedans qu'on va aller, audio. Tu vois, caméra gauche 8% et 3,5 mm gauche 80%. Une fois que SteadXP fonctionne bien, tu vois, ça clignote vert, tu sais que tu vas pouvoir régler ton exposition. Ensuite, je mets les sécurités avec les straps. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que je t'avoue que sur ce drone, vu qu'il va haut, il va vite, il y a de l'inertie. On sait jamais si ça se dévisse. Une fois que tu as tout vérifié, tout est bon, tu allumes ta radio, ton masque et tu vas pouvoir brancher ton quad. En fait, avec SteadXP, ce qui est conseillé de faire, c'est de le recalibrer. Donc à chaque fois que tu vas faire un vol, tu vas le débrancher avec le câble jack et le rebrancher. Donc ça juste avant un vol. Ensuite, une fois que ça clignote vert, c'est bon, ça peut enregistrer. Hop, tu allumes l'enregistrement et tu fais ça, tac. Des petits coups rapides. Si tu sais pas à quoi ça sert, va voir les informations que donne SteadXP à propos de ça, la calibration. Et après on peut y aller, c'est parti.
Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que les images sont cool, mais par contre, il y a un problème, c'est la stabilisation. Et on en parle juste après plus précisément, mais juste avant, je vais vous parler de SteadXP, qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas de partenariat ou quoi, dommage, mais juste je vous en parle et je vous dis comment ça fonctionne et à quoi ça sert tout d'abord. C'est un petit boîtier, là comme tu vois, le hardware, et ça va prendre les données gyro, enfin il y a un petit gyro à l'intérieur, ça prend les données gyro et ça va les coller à l'image de la Blackmagic ici. Je sais plus combien ça coûte, mais je crois que c'est 500 balles le logiciel avec le petit boîtier. Je trouve ça cher quand même. Real Steady, c'était que 100 balles, même moins 100 $, et ça marche vraiment super bien. Là, c'est déjà plus laborieux à utiliser, et c'est plus cher, c'est 5 fois plus cher, donc c'est chaud. Pour importer, tu cliques ici. Là, tu as un dossier où tu as mis tous tes fichiers XPD et tes fichiers Move. Hop, tu open. C'est relativement rapide, comme tu peux le voir. Et donc là, en fait, ce que va te demander le logiciel, c'est avec quoi tu as shooté ces images. Donc là, il essaye de coller les XPD au Move. Et du coup, tu lui dis avec quelle caméra. Donc moi, c'est une Blackmagic Pocket 4K. Et c'est le Laowa 7 mm. Alors, s'il n'y a pas ta caméra là-dedans, c'est pas si grave, ça va être juste chiant. Parce qu'en fait, tu vas devoir calibrer toi-même. Tout est expliqué sur le site de SteadXP, donc je t'invite à aller voir. Mais ayant essayé avec cette caméra et la Komodo, ben, j'ai pas bien réussi à que tout soit bien calibré, c'était vraiment relou. Donc voilà, c'est pas ouf l'expérience. Mais du coup, il y a quand même des presets qui sont proposés, et mon setup là est proposé. Laowa 7 mm et Blackmagic 4K. Donc tu fais Next. Ok. Et là, en fait, moi, il m'a fait des proxys. Comme ça, tu vas pouvoir les lire plus facilement dans le logiciel. Donc, ça prend du temps. En fait, la stabilisation, on s'en rend pas compte, mais tout ce qui est post-prod stabilisation, c'est méga long. C'est vraiment, vraiment très, très long. Donc là, par exemple, tu vas ici, tu cliques dessus. Hop, donc là, je peux passer rapidement parce qu'il y a un proxy. Ok, là, ça me dit la focale à laquelle ça crop dedans. Ah, mais je suis passé en preview parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Mais sinon, normalement, tu passes par synchronisation d'abord. Hop, ok, ça te fait ça. Si tu as bien fait la calibration en bougeant haut en bas, tu le vois ici. Et c'est censé fonctionner après. Donc là, tu valides, ok. Et là, dans Preview, bah, tu fais ton entrée et ta sortie. Hop, par exemple, ici, entrée, sortie. Tu dis, hop, j'ai terminé là. Boum, comme ça, tu réduis un peu la taille de ton fichier parce qu'il va être très très lourd. Et là, tu vas choisir, ok, ta stabilisation, tu veux qu'elle soit forte ou pas. Tu vas le choisir là. Plus tu descends, moins ça sera stabilisé. Ok, je te conseille entre 9 et 10, c'est pas mal. Et là, ça va plus ou moins zoomer. Donc comme tu vois là, ça zoome à l'extérieur en fait. Donc tu vas avoir des barres noires. Et là, bah, ça va cropper énormément. Donc pareil, pour le crop, je te conseille de te mettre entre, je sais pas, 88 et 93. C'est pas trop mal. Parce que sinon, si tu mets trop haut, genre 95, proche de 100, ça va, des fois, si tu bouges trop, il va y avoir des bords noirs. Et comme tu le vois là dans mes images, que je vais te montrer juste après, il y a des bords noirs. Donc voilà. Après, au niveau de l'export du rendu, moi je fais du 16:9, parce que toutes mes autres images sont en 16:9. Je fais du 4K comme ça, DCI. Et là, je fais du ProRes 422 HQ, donc soit low bitrate, soit high bitrate. Je t'avoue que je sais pas trop s'il y a une différence entre les deux, si elle est très notable ou pas. Voilà. Après, plus haut, c'est pas la peine, parce que moi, de toute façon, j'ai enregistré en ProRes 422, donc ça sert à rien de faire plus haut. Et après, j'appuie sur rendu, et ça met 1 heure et demie. C'est vraiment super long. C'est vraiment très très long, donc faut être patient. Me revoilà sur le spot de test. Pourquoi? Parce que comme tu l'as vu, ça vibrait quand même pas mal. Et j'aime pas quand ça vibre. Du coup, je vais faire des tests en faisant varier le shutter, en baissant le shutter, parce que c'est vrai que j'avais le shutter à 1/500e. On va essayer de le baisser à 1/200e, 1/100e, voir un peu si ça joue, et si justement, malgré que le shutter soit bas, la stabilisation se fasse bien. Allez, c'est parti avec la première image. Comme tu le vois, ça vibre vraiment beaucoup. Là, il y a SteadXP, je rappelle. 1/200e niveau du shutter. Je suis à 50 images par seconde. Toujours avec le setup Blackmagic 4K Laowa. Donc là, il n'y a pas de stab. C'est brut, c'est raw. Il y a quand même de la colorimétrie, on est bien d'accord. Donc là, c'est avec la stab Final Cut Pro à 1/200e. Là, voilà, tu vois, ça bouge, mais énormément en fait. Ça bouge plus que quand il n'y a pas de stab.
clairement il y a un souci au niveau de SteadyXP, c'est-à-dire soit de mon support, j'en ai discuté avec Alexandre, parce que je lui ai dit, ok, j'ai pas trop d'expérience, clairement dans le gros porteur, je lui ai dit, d'où le problème peut venir. Est-ce qu'il vient de l'objectif parce que l'objectif bouge peut-être? Il m'a dit, essaye de le trapper, donc ça j'essaierai peut-être de le trapper. Finalement on est arrivé à la conclusion, parce que l'autre setup, finalement on est arrivé à la conclusion que c'était pas les hélices parce qu'ils utilisent les mêmes, c'est pas les moteurs ou quoi, la frame est bien serrée, le support a l'air correct, tu vois, de la Blackmagic, parce qu'en fait les images RAW, brutes sans stabilisation, sont très bien. Mais en fait c'est peut-être le support SteadyXP que j'ai imprimé en PETG, qui est pas hyper rigide. Voilà, je sais pas. Enfin, il a l'air rigide et tout, mais il y a peut-être des micro-vibrations qui viennent perturber la captation du gyroscope de SteadyXP. Comme tu vois là avec nos stabs, c'est bien mieux. Donc là, on voit du vignotage, hein. Clairement, en fait, c'est à cause de mon filtre ND. J'avais un filtre ND, faites très attention quand vous mettez un filtre ND, parce que c'est pas très glorieux sur des grands angles comme ça. Donc il vaut mieux fermer le diaphragme. Et là, tu vois, la stabilisation fait qu'elle Pro se débrouillait bien mieux. Donc là, là, je te mets des petites images, juste un peu stylées, au ralenti, avec SteadyXP. Voilà, sur des portions courtes et tout, ça marche très bien, y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que sur des longues lignes, un peu en mode freestyle ou quoi, c'est vite n'importe quoi, et même des lignes droites, SteadyXP il a fait n'importe quoi. Du coup, ça amènera sûrement à une autre vidéo où j'explique comment j'ai réussi à avoir une image parfaite avec mon gros porteur au niveau de la stabilisation et tout, parce que actuellement c'est pas vraiment le cas. En tout cas avec une stabilisation SteadyXP. J'ai réussi avec mon Insider. Justement, je vous ferai une vidéo un peu comme celle-ci où je teste et tout l'Insider, et là ça marche super bien. Par contre là sur le gros porteur, c'est mieux clairement les images sans stabilisation. Par contre, il vaut mieux avoir un sujet, quelque chose à filmer pour qu'on soit focus sur le sujet et pas sur l'horizon qui est en train de bouger un peu, même beaucoup. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses, que tu l'as trouvée intéressante, et j'ai hâte de vraiment taffer avec et voilà, produire vraiment des choses, des super images pour des chouettes projets, voilà, avec cette grosse machine. Donc je te dis à la prochaine, et ouais, prochaine vidéo, ça sera peut-être sur le Insider, ou peut-être une vidéo freestyle, si je me chauffe à faire une vidéo freestyle en 5 pouces bien sûr, pas avec le gros porteur, pas encore, mais voilà. Allez, je te dis ciao, bye.